Il y a plus de 2000 ans, les Romains anciens s'assurèrent l'hégémonie de toute l'Europe. Et durant la même période, un grand empire, en l'occurrence la dynastie des Han, émergeait en Orient. De nos jours, dans la Cité interdite et au palais du Louvre, la dynastie des Han et la Rome antique se rencontrent une fois de plus. Ce fut le rêve d'un empire dont on se souvient à travers une porte. Massacre ou sacrifice, il est facile de l'oublier. Reste l'honneur à toujours louangé. Le dit empire s'appelait Rome. Il fut l'un des régimes les plus puissants dans l'histoire de l'Occident. Bien qu'il se soit éteint il y a plus de 2000 ans, il a légué certaines de ses qualités jusqu'à nos jours. Ce fut le rêve d'un autre empire poursuivi en moyennant une porte. La guerre, l'expansion et la conquête précédèrent l'interpénétration. Cet empire fut l'un des pays les plus prospères dans l'histoire de l'Orient. Il nous a légué un très important patrimoine dont ce qui nous est le plus cher, c'est un nom, à savoir celui des Han. En mai 2009, une exposition spéciale eut lieu au Louvre. On y exposa le fac-similé d'une plaque de cuivre gravée marquant la répression des rebelles de Zhongguo, l'un des faits d'armes de l'empereur Qianlong. La dite plaque fut une commande faite à Louis XV par l'empereur chinois désireux de faire parade de ses exploits à son homologue français. Il devait avoir dans son cœur des modèles à suivre. C'étaient ceux de la dynastie des Han et de la dynastie des Tang. Ce sont deux dynasties prospères, riches, conquérantes et respectées par divers pays. Ce fut là, semble-t-il, le symbole d'un empire. Les prisonniers de guerre auraient dû être offerts ici, à Wumeng, à l'empereur Qianlong. Wumeng fut l'entrée du palais impérial et surtout le symbole de l'entrée de l'empire. Les hommes de mérite entraient par la porte du Midi et les criminels, à décapiter, sortaient par la même porte. Wumeng fut le protecteur du centre politique de l'empire. Il y a aussi une porte qui se trouve en face du palais du Louvre, à savoir l'Arc de Triomphe. L'empereur triomphateur passait sous l'arc, reçu par les ovations et les salutations de ses sujets. Le nom de l'Arc de Triomphe constitue en lui-même sa signification. Il fut le symbole de la dignité de l'empire. En avril 2008, une maquette de l'Arc de Triomphe fut construite dans la salle des expositions de Wumeng à l'occasion de l'exposition sur Napoléon Ier ayant pour thème de faire connaître l'ambition de cet empereur français.
Celui-ci, ayant guerroyé durant toute sa vie, parvint à transformer la République française en un empire, à l'instar de l'Empire romain. Rome était au début une cité-État fondée par les Latins dans le bassin inférieur du fleuve Tigre, sur la presqu'île d'Italie. Comme elle fut construite sur les 7 collines, on la surnomma « ville aux 7 collines ». Rome ne fut pas construite en un jour, mais on connaît la date de la pose de la première pierre de la construction de cette ville, le 21 avril 753 avant notre ère. Elle tient son nom du héros Romulus, un garçon nourri par une louve. Les premiers Romains furent des hommes et des guerriers. Romulus leur dit de devoir avoir des enfants pour fonder un État, ce qui supposait d'abord des femmes. Ils prirent donc la décision d'enlever les femmes de leurs voisins. Romulus, qui donne le signal, il déploie son manteau, et à ce signal, les Romains avaient convié les Sabins, leurs voisins, à une fête, disons un banquet, et puis à un signal donné de Romulus, les soldats romains se précipitent sur les femmes sabines et les enlèvent. Il y aura cette rivalité, les femmes des Sabins seront devenues les épouses, les femmes et les filles des Sabins seront devenues les épouses des Romains. Les Sabins accumulaient de la force de vengeance. Ils jurèrent de reprendre leurs femmes. Au bout de 3 ans d'efforts, ils purent former une armée puissante. Mais les choses ne furent pas aussi simples qu'ils ne l'avaient imaginé. Tout avait changé quand ils revinrent à Rome tous armés. C'est-à-dire que les femmes, nous sommes 3 ans après l'enlèvement des Sabines, elles sont devenues les épouses des Romains et les mères des enfants romains, et donc elles sont prises entre leur mari et leurs frères et leur père, qui sont dans 2 armées opposées. Et elles vont se mettre au milieu, elles brandissent leurs enfants, elles les présentent sous les épées pour empêcher le massacre, pour arrêter la guerre fratricide. Les pleurs des bébés ont radouci les 2 tribus antagonistes. Elles ont fini par s'unir. Ces 2 tableaux faisant partie de la collection du Louvre évoquent le sort des 2 tribus, la complexité de la nature humaine et des sentiments humains. Les futures générations sont nostalgiques de Rome et pour cause. Il s'agit là d'un simple exemple. Rome a fait de cette façon-ci. Elle recourut à tous les moyens possibles en vue d'une expansion rapide, à commencer par les moyens politiques et diplomatiques. Avec le développement graduel de sa puissance, le recours à la force devint un des moyens les plus simples. Voici la fameuse phrase de l'empereur romain César. « Je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu ». Quelle ambition! Une ambition visant à conquérir le monde entier. Ce fut ainsi que les empereurs romains pratiquaient l'expansionnisme tout en répétant silencieusement le nom de César. Ils purent conquérir une grande partie de l'Europe tout en tendant leurs tentacules en Asie et en Afrique. Alors que Rome guerroyait partout, un empire, en l'occurrence la dynastie des Han, se livrait aussi à l'expansion de l'hémisphère est du globe terrestre. Gan Yanshou, un général renommé de la dynastie des Han, a dit notamment ceci dans son rapport adressé à l'empereur. « Il faut soumettre tous ceux qui s'avisent d'envahir la puissante dynastie des Han. »
汉代的博大精深，在苍茫的大地上早已荡然无存。可以和罗马相媲美的，就在这墓道之中。Le professeur Zhu Qingshang est à la fois un investigateur de la culture des Han et un critique artistique. Il nous fera connaître le monde des Han sous le rapport esthétique et historique. Les statues Han que nous voyons ne sont certes pas aussi grandes que celles datant de la dynastie des Qin, mais elles ne présentent pas moins la grandeur propre à un empire. La dynastie des Qin exista peu de temps après 2 empereurs, peut-être à cause de ses agissements despotiques. Sa remplaçante, la dynastie des Han, instruite par l'extinction de la dynastie précédente et plus apte à administrer les territoires annexés, réussit à former l'embryon de la Chine d'aujourd'hui, tout en continuant à faire rayonner la grandeur de la dynastie des Han. Constantin Ier le Grand fut le premier empereur romain à se convertir au christianisme. Son arc de triomphe est l'un des 3 arcs de triomphe romains qui existent à présent. Il fut construit pour célébrer la victoire de cet empereur romain sur son ennemi juré avant de reprendre le pouvoir. Sa construction fut la dernière action d'éclat dans les annales de la construction des arcs de triomphe romains et l'ébauche de l'arc de triomphe du Carrousel du Louvre, construit pour commémorer les victoires successives remportées en 1805 par Napoléon Bonaparte. Il tient de l'arc de triomphe de Constantin Ier le Grand non seulement par son style, mais aussi par ses bas-reliefs consacrés non à la guerre, mais à la paix. Non loin de l'arc de triomphe de Constantin Ier le Grand se trouve l'arc de Titus, commémorant la prise de Jérusalem par celui-ci. Les sculptures des bas-reliefs de cet arc illustrant des objets du temple chrétien sont les seules du genre qu'on peut voir encore de nos jours. Ces chandeliers et ces tables dépeintes et figurant sur les bas-reliefs avaient été à l'époque ramenés comme butin à Rome. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment de la fondation de l'État d'Israël, le défilé des Juifs passa sous l'arc en sens inverse pour étaler leur victoire. Le grand arc de triomphe de Paris fut construit d'après le modèle de l'arc de Titus pour célébrer la victoire de Napoléon Bonaparte sur les forces coalisées russo-autrichiennes. C'est le plus grand des 100 et quelques arcs de triomphe existants en Europe. Ce grand arc de triomphe dresse sa posture au centre de la place de l'Étoile, d'où rayonnent les 12 avenues principales de Paris. Dans un nouveau quartier d'affaires moderne de Paris, on a construit un nouvel arc de triomphe moderne, la Défense de Paris, en face, au loin, du grand arc de triomphe situé au sommet de l'axe reliant la Grande Arche de la Défense à l'arc de triomphe de petite taille du Louvre. Ces 3 arcs constituent l'axe de la ville de Paris. À l'extrémité de l'axe se trouve le Louvre, centre de l'Ancien Empire. Zhu Qingshang, investigateur de la culture Han, vint au Louvre pour examiner la Rome antique sous l'optique Han. Les civilisations Han et romaines se rencontrent une fois de plus. Alors la collection romaine d'art romain du musée du Louvre est beaucoup plus importante que la collection d'art grec, dans la mesure où bien entendu nous sommes dans une ancienne province de l'Empire romain. L'art romain est un art
très liées justement au pouvoir militaire, liées au pouvoir politique. Par exemple, ce type de représentation, de conscription n'existe pas dans l'art grec. Donc souvent, on a dit que l'art romain était en effet assez proche de ce qui se passe en Chine à la même période, c'est-à-dire avec la dynastie Han exactement contemporaine. C'est vrai que la structure économique est proche, la structure politique est proche, et on voit justement que c'est un art au service du pouvoir politique, comme l'était l'art chinois contemporain. La dynastie des Han fut une dynastie puissante et riche, ayant hérité et consolidé les territoires unifiés par la dynastie des Qing. Elle prit des mesures pour développer l'économie si bien qu'elle deviendra puissante, respirera la paix et la prospérité. Le règne de la dynastie des Han peut être considéré comme le premier âge d'or dans l'histoire de la Chine. Durant cette période, la Chine se présentait comme une superpuissance dans le monde. Pour imposer sa domination, elle recourut non seulement à la force, mais également à la culture, une force plus profonde et durable. Cette espèce de pierre représente la culture Han et l'art Han. On en faisait des objets rituels pour exprimer l'estime pour le ciel. On en faisait aussi des ornements figurant le totem de diverses ethnies. Cette espèce de pierre se voyait conférer petit à petit un caractère. On l'appelle aujourd'hui le jade. La vertu des gentilshommes est comme celle du jade. Le jade est donc devenu désormais une partie du caractère des Chinois, même encore aujourd'hui. Et l'art romain, comment fut-il? Les Romains construisirent des villes et des routes. Ils liaient des pierres avec un mélange de téphra et de sable que nous appelons aujourd'hui le ciment et le béton. Ce fut une invention romaine. Grâce à elle, les routes de Rome étaient plus larges. Ses édifices étaient plus hauts et plus imposants, car les Romains voulaient faire de leur ville la plus grandiose capitale. Vivant dans une ville pareille, les Romains adoraient les jeux sanglants. Les participants au combat de gladiateurs dans l'arène étaient notamment des esclaves. Les Romains se réjouissaient beaucoup de la mort et du sang. Ils s'écriaient jusqu'à ce que leur énergie et leurs biens fussent épuisés avant d'aller conquérir plus loin. Voilà Rome, cultivait de cette façon l'esprit et l'art des Romains et entretenait l'empire de Rome. Quand la nuit tombait, l'empire de Rome plongeait dans une autre sorte de folie. Les thermes étaient un lieu que les Romains aimaient fréquenter. Les thermes n'étaient pas seulement un bain public, mais surtout un lieu de luxe, de relations mondaines, peut-être l'ébauche du club de loisirs de nos jours. Les Romains profitaient de la vie tout en tramant peut-être le plan de la prochaine expédition. Dans les thermes, on exposait des butins de toutes sortes. Les guerriers pouvaient se laver le corps souillé de sang tout en admirant leur butin. De nos jours, la grande partie des sculptures grecques sont en réalité des reproductions faites durant la période de Rome. Certaines d'entre elles étaient peut-être des ornements de thermes. Rome avait conquis la Grèce, mais elle fut conquise par celle-ci sur le plan de l'esthétique. Rome succéda à la Grèce tout en étant différente de celle-ci,
car les sculptures grecques furent consacrées aux divinités, mais celles de Rome à la laïcité, c'est-à-dire des sculptures des personnes concrètes, non des divinités abstraites. On ne crée pas la perfection, mais des images réelles et réalistes, voire des choses saugrenues. De nos jours, on peut voir partout des traces de la Rome antique au palais du Louvre. Cette fontaine du jardin des Tuileries est de style architectural typiquement romain. On y prend du repos comme si l'on se lançait dans les loisirs et les plaisirs propres au sujet de la Rome antique. Ces petits objets, transmis de la période de Rome jusqu'à nos jours, sont en service depuis plus de 2000 ans. Aujourd'hui, on ne peut voir les constructions de la dynastie des Han qu'au musée, voire des restes. Cette allée mène au caveau d'une tombe où nous pourrons trouver les réponses à beaucoup de questions concernant la dynastie des Han. Car les pierres gravées de la tombe nous permettent de mieux connaître et de reconstituer la vie sous la dynastie des Han. Dukozong, situé dans le comté Shangri-La, préfecture autonome tibétaine de Ken, dans la province du Yunnan, réunit le plus d'habitations traditionnelles tibétaines parmi les mieux préservées du pays. Le mot Dukozong signifie « cité des pierres blanches », autrement dit « ville de la clarté lunaire ». Ces résidences furent construites sous les Tang au 7e siècle, autour du mont de la Tortue sous forme de pétales de lotus. À l'époque, la cité Dukozong était le pâturage et la garnison pour l'ethnie Turpan. Il y a 300 ans, sous la dynastie des Qing au XVIIIe siècle, le gouvernement central fit de cette localité un marché de thé et de chevaux. Dès lors, Dukozong connut un réel essor. La fameuse ancienne route du thé et du cheval partit d'ici jusqu'à Lhasa et en Inde. Parce que cette région était la porte d'entrée au Tibet par le Yunnan, passage incontournable pour toutes les caravanes. Tous les jours, il y avait des caravanes qui entraient dans la cité. C'étaient soit les caravanes locales, soit d'autres régions. Plus nombreux étaient les troupeaux de chevaux qui venaient de tout horizon. À son apogée, la cité comptait 1 millier de familles de différentes ethnies. Les Tibétains, les Han, les Ouïghours, les Paï, les Nasi, et encore bien d'autres. L'ancienne route du thé et du cheval servait non seulement de voie de transport, mais aussi de canal de rayonnement culturel et religieux pour la vingtaine d'ethnies le long de la route. Ces échanges culturels, de personnel et de biens, à l'époque, permirent à Dukozong de se doter de ces constructions mariant les originalités architecturales de différentes ethnies. Des gens vinrent s'installer ici.
Ils construisirent monastères, temples, mosquées, chacun prêchant sa foi. Ceci est un temple du roi du dragon de l'ethnie Han, mais très fréquenté par le peuple tibétain aussi. Les Han, les Pai et d'autres ethnies y apportèrent leurs savoir-faire architecturaux. Les habitations tibétaines purent ainsi bénéficier des améliorations. Par exemple, couloirs paroissés et remparts à l'avant-toit de la maison, un mariage de beffroi tibétain et de maisons nassis en planches de bois. La salle Jengong dans le centre-ville est un édifice de style Han et tibétain. Le mur respire le style tibétain, tandis que le toit, le style Han. Les deux ailes sont disposées selon les coutumes des Han, tandis que les édifices proprement dits sont tibétains. Le mur écran dans la tour est dans le style couramment rencontré dans les habitations de l'ethnie Pai. La maison du septuagénaire Apu, construite il y a 370 ans, est un bâtiment à étages de style tibétain, bien préservé. La façade est celle d'une habitation Han, mais la porte est sculptée des motifs de grue et de phénix, que les Pai adorent. Le mur est décoré de fines fresques tibétaines. De nos jours, Dukozong n'est pas à l'écart du temps non plus. Plusieurs bars et auberges ont fait leur apparition discrètement dans la cité. De plus en plus nombreux sont les habitants de cette ville qui apprécient le mode de vie et l'ambiance de ces lieux modernes. Dukozong redevient prospère, comme au temps de la roue du thé et du cheval.